Je pense qu'on va commencer. Merci déjà à tout le monde d'être venu, de se déplacer. Ce n'est pas forcément toujours facile. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois qu'on organise une conférence, que j'organise une conférence à Paris. Donc forcément quelques difficultés. Donc aussi temps de démarrage. Après franchement, vu que tout le monde n'est pas à l'heure, c'est pas plus mal. Du coup, je vais commencer. Donc le thème, c'est diffuser les idées politiques sans budget. Ce qui est intéressant, justement, parce que sans budget et sans d'autres moyens en Russie, les partis libertariens russes, ils ont réussi à faire des choses qu'en France, je n'ai pas l'impression qu'ils existent. Alors qu'en France, je pense qu'on a plus de moyens. Du coup, ça peut être intéressant de voir. Alors, qui déjà je suis pour parler de ces sujets? Ça peut être intéressant. Je suis né donc, en URSS encore à l'époque, en Russie. J'ai grandi jusqu'à 13 ans, je suis arrivé en France, ça fait 18 ans que je suis en France, je n'ai pas de nationalité russe. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans les groupes Facebook, parce qu'à la base, quand j'ai publié l'événement, il y avait beaucoup de Russes qui ont réagi en mode « Oui, pourquoi l'opposition russe, qu'est-ce qu'il fait en France, vous discréditez, pourquoi vous mangez des huîtres en France plutôt que d'aller en Russie, en Sibérie ?» Donc j'ai essayé de répondre. Non, je ne suis pas russe. L'événement, c'est surtout pour le public français. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de Russes qui sont venus. J'ai essayé de faire la publicité sur VK, Facebook russe. Ça n'a pas marché non plus parce qu'ils m'ont bloqué la publicité en disant comme quoi c'est un événement politique. Donc, on ne peut pas faire la publicité en dehors des périodes électorales russes. Ce qui m'apparaît assez bizarre, parce que ce que j'ai répondu. Mais on est en France, ce n'est pas si politique que ça, c'est plutôt socio-culturel. Bon, ça n'a pas marché non plus. Et du coup, on se rend bien déjà compte de l'opposition russe, dans quelles difficultés ils se retrouvent pour promouvoir leurs idées. Et c'est des libertariens qui t'ont répondu? Non, c'est des Russes qui habitent à Paris, qui sont en France. Okay. Non, ce pas des libertariens. Il n'y en a pas beaucoup, en général, ils sont quand même plus en Russie qu'ailleurs. Du coup, je fais une école de commerce, ce qui est plutôt intéressant, vu qu'on parle ici plutôt du marketing, de diffusion des idées, des communications. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Gestion des projets, donc voilà, je travaille dans une start-up. Je trouve qu'une entreprise de promotion d'idées politiques en France, c'est forcément une start-up parce qu'on n'a pas de moyens. Il faut se débrouiller, il faut savoir être visible, ce qui n'est pas évident. Et je suis également entrepreneur e-commerce. Donc, nous avons créé un e-shop. Des produits bio naturels à destination de la Russie. Donc, je travaille sur le marché russe. Donc, je connais ce que veut dire quoi Runet, Internet russe. On diffuse les publicités régulièrement là-bas, on étudie le marché et on regarde ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je pense que pour parler de ces thèmes-là, c'est plutôt intéressant. Surtout que moi, je partage les idées libertariennes. Donc je les connais, je les comprends et c'est ce qui m'aide plutôt bien pour comprendre ce qui a fait les partis libertariens russes. Alors, comme je disais, les partis libertariens, ils ont réussi malgré tout, parce qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est un parti qui est jeune, leur création c'était en 2008. C'est une idéologie en Russie qui est complètement inconnue, un petit peu comme en France. Je suis sûr que si là on sort, on va là-haut, on dit qui sont les libertariens, ils vont croire peut-être que ce sont des végétariens. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu, et là-bas en Russie encore plus, à la base. Ils n'avaient pas de financement, ils ne sont pas financés par le gouvernement, ils ne sont pas financés par des grosses structures, grosses entreprises, parce qu'ils n'en ont aucun intérêt, parce qu'à partir du moment qu'on finance une partie d'opposition russe, nous-mêmes, on se met en danger. Donc, si moi, en tant que chef d'entreprise, je veux financer le parti, je ne vais pas le faire en nom d'entreprise, c'est sûr, parce que je vais mettre en danger mon business. C'est un État qui est aussi autoritaire, avec Poutine qui est au pouvoir depuis 20 ans, quasiment, qui contrôle les médias, qui contrôle quasiment tout, et qui fait tout pour que les élections, la promotion des idées en opposition avec son parti et sa vision des choses ne fonctionnent pas. Pareil, il y a une mentalité en Russie qui est assez forte, ça veut dire qu'il faut une main forte. Il faut un Staline, il faut un tsar,
il faut quelqu'un qui a une main de fer qui va mettre en place un contrôle et qui va tout contrôler. Et tant mieux si quelqu'un tient la Russie, parce que la Russie c'est grand, parce que mentalité russe, parce que la Russie ce n'est pas un pays qui est fait pour la liberté. Les gens ils ont besoin qu'on leur tient et qu'on les aide. Pareil, il y a eu aussi une déception, un contexte politique, c'est que avant c'était l'URSS, donc c'était les idées communistes qui n'ont pas bien marché. Donc c'était le crash du l'URSS. Donc les gens ils avaient une déception envers ces idées. Les libéraux, et je dis bien les libéraux, ils ont pris la main dessus pour mettre en place, soi-disant, un marché avec la concurrence, privatisation et tout, qui se sont déroulés pas forcément dans les conditions optimales. Il faut être honnête là-dessus. Donc, les années 90, en Russie, c'était une grosse crise. Moi, j'ai vécu mon enfance aux années 90. C'était très compliqué, il y avait plein de changements. Ma famille, tout ce qu'ils avaient comme argent, ils ont tout perdu. Et les gens, justement, qui en veulent, ce n'est pas forcément l'URSS, mais plutôt les libéraux qui étaient au pouvoir au moment des années 90. Donc, le contexte qui est assez compliqué. En Russie, libéral, c'est devenu une insulte. On dit libéraste, pour insulter quelqu'un qui a ses idées. Donc, comment réussir? Alors, malgré tout ça, Svetov et le Parti libertarien russe, donc Svetov, c'est le visage du Parti libertarien russe, ils ont organisé une conférence avec Ropé, avec 1500 participants en plein Moscou, ce qui est assez énorme. Ça ne s'est jamais fait en Europe, je pense. Et donc, ça veut dire qu'ils ont réussi déjà à faire connaître qu'est-ce que c'est les idées libertariennes. Et deuxièmement, ils ont réussi à faire venir les gens et les faire déplacer. Pareil, cette année-là, en septembre, en août, Svetov, un des leaders du Parti libertarien, il organisait des conférences qui servent à plusieurs objectifs, on verra plus tard, mais il organisait dans 30 villes différentes de la Russie. Il faisait tous les jours un voyage pour se déplacer dans une autre ville pour faire une conférence sur un thème différent. Ça veut dire qu'il y avait... Oui ? Il y avait du monde dans ces conférences. Il y avait du monde, il y avait des salles qui étaient remplies. Et il les a fait dans les conditions les moins optimales. Ça veut dire que déjà son budget. En plus de ça, ils réservaient une salle comme celle-là par exemple. Et on disait ok, très bien. Après, ils prenaient qui vient faire la conférence ou bien pour quelles idées. Ils annulaient la salle. Ils disaient non, on ne peut pas vous accueillir. Soit c'était fait sous la pression de l'État et des autorités locales, soit c'était fait juste parce qu'eux ils se sont dit on n'a pas envie d'avoir des embrouilles, donc on annule. Et parfois, ils avaient une salle qui est annulée, ils trouvaient une deuxième salle annulée aussi, troisième, quatrième, et après ils se retrouvaient des fois dans les gymnases, complètement par hasard, dans les endroits, et les gens sont quand même venus, ça veut dire qu'ils sont déplacés. Ils ont reçu 4 notifications pour dire non, c'est passé là, non, ce serait ailleurs, et ils sont venus quand même, donc c'est quelque chose qui intéresse. Donc il y a eu des manifestations aussi à Moscou, qui étaient importantes. Ce Parti libertarien, ils ont organisé un certain nombre de manifestations cet été. Donc, il y a eu des gens qui se sont mobilisés à 20 000 participants, jusqu'à 50 000 participants, ce qui est, pour la Russie, c'est juste énorme. En France, il se passe quelque chose et on va avoir 10 000 personnes dans les rues. En Russie, 10 000 personnes dans les rues, ça arrive quasiment jamais. C'est quasiment du jamais vu depuis des années 2012-2013. Quand il y a eu beaucoup de magouilles avec l'élection du parti de Poutine. Donc les gens ils sont sortis et là ils ont réussi à les mobiliser. Ils n'ont pas réussi forcément à mobiliser pour les idées libertariennes, mais on verra comment ils ont réussi à utiliser ce qui se passe actuellement pour mobiliser les gens et pour du coup être plus connus. Je commençais déjà à en parler un petit peu de contexte politique en Russie. Une petite présentation, on verra du Parti libertarien russe, et ensuite on verra comment ils font la communication, vraiment la diffusion des idées. Donc, historique de la Russie, ce qu'il disait avant, donc, au début, il y avait un tsar avec un empire, avec une main très forte. Après, il y avait des communistes qui sont arrivés au pouvoir avec des difficultés, mais ils ont réussi à arriver au pouvoir et à se maintenir pendant 70 ans. Avec un État que je pense que vous connaissez, qui a fait énormément de victimes. Si vous avez lu l'archipel Goulag, peut-être que vous connaissez ce qui s'est passé et c'est vraiment quelque chose qui est perturbant. Par exemple, ma arrière-grand-mère, elle était Goulag.
c'est-à-dire qu'il était une paysanne riche, et ils l'ont chassé de sa maison, de son domicile, pour mettre dans un endroit sous terre, où il a vécu et est devenue complètement folle parce qu'il a tout perdu, tout ce qu'elle avait avant. Elle était déjà en Sibérie, on ne pouvait pas trop l'exiler. Alors, l'URSS, avec un pouvoir qui est très 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 fort, réussit des années 90, donc ce que je disais tout à l'heure, ce qui a porté préjudice aux idées libérales en Russie. Les années 2000 où Poutine est arrivé au pouvoir et était bien vu par la société, et j'avoue que moi aussi, bon, j'étais encore très jeune, moi aussi je croyais que Poutine c'est quelqu'un qui est bien, qui remet l'ordre en Russie. Les 2 premiers mandats, ce qui s'est passé, et après il a instauré un vrai pouvoir avec le contrôle des médias, avec la mainmise sur tout l'État, tous les pays. Les années 2010, on a été marqué par la défaite des nationalistes parce qu'aux années 2000, il y avait du coup plus de libéraux, il n'y avait plus trop de communistes, mais il y avait des nationalistes qui ont repris le lead sur des idées d'opposition. Donc, eux, d'un côté, ils étaient tapés, et Poutine a vu ça un petit peu comme une menace. Du coup, ils ont tapé sur les nationalistes en partie pour mettre en prison l'autre partie et était mobilisé pour aller à Donbass, donc à la guerre avec l'Ukraine. Donc en fait, Poutine, il a repris ce qu'il disait les nationalistes. Il disait oui, il faut reconstruire un empire. Et il a dit, bah, moi, je reconstruis un empire, je récupère des terres. Voilà, là-bas, il y a une guerre. Vous êtes nationaliste, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller faire la guerre là-bas. Du coup, ils sont mobilisés et les nationalistes ils se sont retrouvés sans pouvoir, sans reconnaissance qu'ils avaient avant. Pareil, donc il a installé les barrières à l'entrée. Donc les médias en Russie, toutes les télévisions, tous les journaux, ils sont contrôlés par l'État, directement ou indirectement. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'oppose à Poutine depuis une dizaine d'années, et celui qui est encore plus connu que le Parti libertarien russe, c'est Navalny. À la télévision, on n'a pas le droit de prononcer son nom. C'est quelque chose qui est en Valentin des morts. Harry Potter, c'est pareil, on n'a pas le droit de prononcer son nom, personne ne dit jamais son nom. Quand on pose question à Poutine, qu'est-ce que vous en pensez de Navalny, il va répondre cet homme-là, donc il va contourner pour ne pas dire son nom. Pareil, élection en Russie, ça existe. Ce n'est pas un État complètement autoritaire, ce n'est pas une dictature. Si demain, en Russie, vous sortez, vous allez dire « j'aime pas Poutine », vous n'allez pas forcément aller en prison. En tout cas, pas tout de suite. Mais ce qu'il pratique, c'est surtout la peur. La technique de la peur, ça veut dire qu'il y aura 100 personnes qui vont dire « non, j'aime pas Poutine », il y aura une personne qui ira en prison pour ça. Mais du coup, la prochaine fois, ces 100 personnes qui ne sont pas d'accord, ils vont réfléchir plusieurs fois, ils vont se dire « est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager? Est-ce que j'ai envie de vraiment le dire ?» Et du coup, l'État en profite pour contrôler de cette manière-là les gens qui s'expriment. Pareil, il y a des persécutions. Navalny, quand il commence à devenir célèbre, on a failli l'envoyer en prison. Son frère, il a fait 3 ans de prison. Donc c'est une pression aussi sur l'opposition, indirecte. Il y avait aussi Nemtsov, un politicien russe, qui s'est fait tuer en face des Kremlins. Donc il y a un vrai danger, un danger qui est un petit peu parfois surévalué en France. On ne se fait pas tuer tout... Pardon. On ne se fait pas forcément tuer, mais il y a un danger qui est réel. Il y a l'opposition aussi qui migre en dehors de la Russie, qui est obligée de partir. Il y en a eu plusieurs politiciens qui sont partis, qui ont dû quitter la Russie parce qu'ils avaient peur pour eux ou bien ils avaient peur pour leur famille. Et dernièrement, ce qui est intéressant, c'est que Poutine, au final, il a perdu sa force qui était majeure, c'était les communications. Ça veut dire qu'il savait que les Russes, ils aiment ça ou ils n'aiment pas ça. Il a perdu un contrôle avec les réalités. Et du coup, ce qui se passe avec les réformes, avec les communications qui passent maintenant, il est moins bien vu. Et on voit dans les sondages comme quoi Poutine, doucement, il descend, il perd en popularité. Il est plus proche du peuple. Il parle des problèmes partout dans le monde. Il dit oui, en Syrie, c'est pas ça, en Ukraine, c'est pas ça. Mais il ne parle jamais de la Russie. Et du coup, les Russes se sentent abandonnés. Et donc, ils commencent à avoir un retournement de situation. Malgré toujours la propagande qui est très très présente sur les médias russes. Il y a pareil l'opposition qui s'est retrouvée dans des situations où ils ne peuvent pas utiliser les médias pour communiquer. Ils ont créé des moyens de contournement. Donc Navalny,
il a créé une chaîne YouTube qui est devenue un véritable média. Maintenant, il vient de passer la semaine dernière 1 million d'abonnés. Donc, il fait des lives, il fait des vidéos qui sont vues par plusieurs centaines, milliers de personnes. Et mine de rien, ça devient un véritable média. Donc, Quand vous allez voir ces vidéos, ne posent pas de problème, on n'est pas tracé. Non, ça ne pose pas de problème. Il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui partagent. C'est pareil, ça veut dire que si demain, dans les réseaux sociaux, vous allez écrire Poutine, c'est un voleur, vous n'allez pas aller en prison. Mais ça se trouve, un jour, dans 5 ans peut-être, on va utiliser ces posts-là pour dire « Ah, mais il y a 5 ans, vous avez dit ça, et en fait, ça porte préjudice, et vous n'avez pas le droit de dire, et du coup, on va amener en prison. » On a le droit, en Russie, on a le droit de dire des choses, mais on a peur. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'idéologie des partis libertariens, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ici les idées libertariennes? Quelqu'un qui ne connaît pas? Je me disais bien. Il t'a expliqué, bah c'est bon, alors je peux passer. Alors, ce qui est intéressant avec les partis libertariens russes, c'est qu'en fait, et surtout avec ce qu'il fait Svetov, c'est qu'il ne cherche pas forcément à faire du contenu hautement intellectuel. Il fait de la popularisation. Ça veut dire qu'il prend une idée qui est compliquée à la base et va chercher à la transformer. Il va chercher à faire quelque chose de clair qui va parler aux gens avec des exemples qui sont concrets. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, il s'appuie sur le principe de non-agression. Donc, on n'a pas le droit de me taper dessus. Moi, je n'ai pas le droit de taper aussi sur les gens, globalement. Liberté de disposition de soi-même. C'est-à-dire, si moi, demain, j'ai envie de consommer la drogue, si je me dis me prostituer, bah, j'ai le droit, c'est mon corps, c'est moi qui décide. Le rejet des droits naturels. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend les rejets des droits naturels qui existent chez les libéraux. Les libéraux vont dire on a droit à, je sais pas, on a droit à la santé, on a droit d'être en bonne santé, on a droit à la nourriture, on a le droit humain. Et lui, il s'oppose à ça, il dit non. Tout ça, en fait, ça vient du fait que, à la base, il y avait un droit divin qui donnait à l'humain, l'être humain, un certain nombre de droits. Après, on a dit comme quoi le Dieu n'existait pas, donc on a sorti un certain nombre de droits fondamentaux, mais qui ne devraient pas exister. Le seul droit qui devrait exister, c'est la liberté de disposition de soi-même et la liberté de faire des contrats. Ça veut dire que si moi, je décide de mettre en place un contrat, si moi, j'ai envie de vivre en dictature, mais j'ai droit. Je n'ai pas le droit de l'imposer, cette dictature, aux autres gens. Si nous, ensemble, on décide d'élire un dictateur et vivre sous ces régimes, bah, très bien, tant qu'on a le droit de sortir à tout moment. Et les libéraux là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Et c'est là-dessus qu'il fait une distinction très nette entre les communistes d'un côté, les nationalistes avec leur idée d'empire, et les libéraux avec les droits fondamentaux. Donc il se distingue, il dit non, moi je ne suis pas comme ceux-là qui te discréditaient. Moi je suis quelqu'un d'autre, je propose une voie qui est alternative et on est très différents là-dessus. Donc tout ce qui est marché, donc propriété privée, ce qui m'appartient, ça m'appartient. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Avec, je ne sais pas si c'est mon verre des bières, j'ai le droit de le boire, j'ai le droit de le mettre par terre. Mais Jules ne va pas aimer. Je le connais. C'est ta bière, c'est pas la mienne. Très bien. L'anarcho-capitalisme, donc je pense que vous connaissez tous à peu près c'est quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État et il y a juste nous qui décidons ce qu'on a envie de faire. Oui. Quel est le rapport avec la nation russe? Parce que est-ce qu'il y a tout un discours autour de on est russe et tout, ou c'est vraiment c'est post-nationaliste Alors, il s'adresse de manière différente à chacun. S'il va voir le public qui est nationaliste, il va dire vous êtes russe, vous avez vos traditions. Les meilleurs moyens de garder ces traditions, c'est éviter d'avoir un État. Parce que regardez ce qui s'est passé avec les Roms. Les Roms, ils avaient un grand empire. Quand l'empire il a croulé, les Romains, ça n'existe plus. Les Égyptiens, c'est pareil, c'est la même chose. Alors qu'il y a une nation qui n'avait jamais eu d'État, jusqu'à il y a très récemment, qui a réussi à garder les traditions. Ce sont des Juifs, c'est les peuples juifs, hébreux. Ils ont réussi à garder leur Dieu, ils ont réussi à garder tout ça. Donc il dit en nationaliste, le meilleur moyen, c'est justement à éviter que la culture russe et la nation russe disparaissent, c'est d'éviter d'utiliser l'État pour la sauvegarder.
ça, c'est pas la ligne, enfin, c'est une stratégie rhétorique, c'est pas la ligne du Parti libertarien russe Si, justement, ça fait partie. Ça veut dire que si moi j'ai envie de vivre en tant que nationaliste, j'ai pas envie de mélanger, la Russie, elle est super grande. Mais est-ce que c'est la ligne officielle du Parti libertarien ou c'est vraiment pour pouvoir juste s'adresser aux nationalistes? Enfin, à quel point ils s'en foutent en fait? En fait, les libertariens russes, c'est comme en France, ce sont des gens qui ne sont pas homogènes, ils ne sont pas tous d'accord. Et c'est lui qui popularise ça de cette manière-là. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Dans le parti, il y a quelqu'un qui est venu, qui voulait être recruté, qui voulait venir là-bas. Et il a dit non, je n'ai pas envie de venir parce que j'ai l'impression qu'il y a des minarchistes, il y a des panarchistes, il y a plein de mouvements à l'intérieur. J'ai l'impression que vous vous battez tous. Mais lui, ce qu'il fait, il fait la popularisation. Son objectif, ce n'est pas sortir une idéologie précise et tout, c'est plutôt dire voici le concept, j'explique comment vous pouvez l'appliquer dans votre intérêt à vous. Le plus petit dénominateur commun entre tout le monde, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ça veut dire qu'on cherche à fédérer. Liberté absolue d'expression, ça veut dire que si moi j'ai le droit de, je sais pas dire j'aime pas les PD, bah j'ai le droit. Et moi honnêtement, je préfère que les gens qui sont homophobes, ils le disent clairement. C'est ce qu'il dit lui. Jusqu'où, pardon, excuse-moi, Oui. Jusqu'où ils vont? Est-ce qu'ils acceptent des minarchistes? Est-ce qu'ils acceptent des sociodémocrates? Est-ce qu'ils acceptent des démocrates? Sociodémocrate, non, quand même pas. C'est quoi la limite en fait? Enfin, s'il y en a une. Les minarchistes, en général, c'est l'aile un peu plus proche des libéraux qui est acceptée. Et après, en soi, tout le monde, ça pose pas de problème. Après, on verra comment est-ce qu'ils font pour recrutement en interne, organisation interne, qui est assez particulière. Mais en soi, ils acceptent tout le monde. À partir du moment où vous allez vous dire, moi, je ne veux pas utiliser la force pour imposer mes idées, pour imposer ma vision des choses. Toi, tu fais partie de ça ou... Non, moi, ce que je disais, ça fait 18 ans que j'habite en France. Je parle russe, je suis ce qui se passe là-bas. J'ai vu quasiment toutes les vidéos de Svetov, donc je connais ce qu'il dit. Du coup, je retransmets ce qu'il a dit. Après, on verra aussi plus tard, comme quoi il n'y a pas que lui. C'est ça qui devient intéressant. Oui, la liberté de s'associer et de se dissocier, ça veut dire c'est exactement ça. La Russie, c'est un pays qui est énorme. D'ailleurs, 90% du pays, du territoire, ils appartiennent à l'État. Donc, on ne peut pas le privatiser. Ou c'est très compliqué. Il faut avoir des très bons amis proches de Poutine. Donc, la Russie est très grande. Si vous avez envie de vivre complètement dans un monde à part, je ne sais pas, vous voulez créer un empire nazi, bah, allez-y, la Sibérie est très grande, il y a plein d'espace, vous pouvez le faire. Tant que vous n'allez pas taper sur des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, bah, très bien. Et justement, ce qu'il dit, c'est que la Russie a cette opportunité-là, c'est qu'il y a de l'espace. En France, ça va être un peu plus compliqué. Alors, organisation interne, déjà, j'ai dit parti, c'est un parti qui n'existe pas. Comme Navalny, les libertariens, ils ne peuvent pas inscrire le parti. Ça veut dire qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour fonder un parti. Ils vont voir, ils ont des adhérents et tout, ils vont voir le gouvernement pour enregistrer ça comme un parti. Et il dit, bah non, ça ne marche pas. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, un formulaire, ici, il devrait y avoir un espace. Ici, vous l'avez oublié. Il vous manque un document. C'est comme l'administration, il manque toujours un document. En fait, tous les 2 ans, ils font une tentative de déposer un parti pour créer un véritable parti, mais c'est toujours un échec, parce que le gouvernement ne veut pas des partis. Navalny, qui a énormément de soutien d'opposition, pareil, il n'arrive pas à créer un parti. Donc eux, ils se disent parti, mais en fait, ce n'est pas un parti. C'est juste plutôt une association. Alors qu'en France, on a la liberté de créer des partis avec tous les avantages que ça procure. Pluralité dans l'hiérarchie, en fait, il y a Svetov qui est la personnalité la plus publique, la plus connue. Mais il y a également le président et également d'autres membres qui sont connus d'une manière différente. Il n'y en a pas une seule personne qui est le guide, comme Poutine, comme d'autres partis russes, comme Macron en France avec En Marche. C'est pareil, ça veut dire qu'il n'y a pas juste... le parti ne se tient pas à une personne. Le parti se tient parce qu'en fait, ils ont une idéologie qui est interne et c'est ça qui les unit. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un, Svetov, qui est le plus connu.
Alors, pareil, il y a des fédérations. Un parti en Russie, surtout un pays qui est très grand, et en France, je pense que c'est pareil, on ne peut pas fonctionner à l'état national. On est obligé d'avoir des fédérations, on est obligé d'avoir à Paris une communauté qui agit, qui fait des choses, une autre communauté, qui, je ne sais pas, à Marseille, dans chaque ville. Ben, en Russie, c'est pareil, ils ont 30 villes où il y a les sièges de différents partis qui agissent de manière différente et complètement indépendante. Enfin, complètement indépendante, ils se connaissent entre eux. Mais si un parti dans une région a envie de faire quelque chose, créer sa chaîne et tout, aucun problème. Et d'ailleurs, on verra comme quoi c'est utilisé. Juste. Oui. Vas-y. Désolé, j'ai pas de questions, c'est hyper intéressant. Comment ils organisent leurs décisions à l'intérieur des partis ou des fédérations? C'est très spontané ou il y a un comité. votes, il y a des assemblées générales, Il y a un comité qui existe quand même, donc Svetov était membre, mais il y a plusieurs membres de ce comité-là qui font des décisions du jour au jour. C'est des comités élus? Comités qui sont, je ne suis pas sûr. Pour le coup, en fait, pour savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, c'est assez opaque, il faut parler avec quelqu'un qui est à l'intérieur. Eux, ils ne communiquent pas forcément là-dessus, et eux, clairement, ils lui disent, nous, on préfère ne pas le faire, pour plusieurs raisons, parce que c'est notre organisation interne, donc on fait ce qu'on veut. Et deuxièmement, parce qu'en fait, tous les mouvements d'opposition russes, ils sont contrôlés, ils sont regardés par l'État. Quand il y a un événement qui se passe, une conférence des Svetov, par exemple, dans 30 villes, il y a forcément 2-3 personnes qui viennent des services de renseignement, qui vont s'asseoir, qui vont peut-être rien dire, qui vont juste écouter, ils vont enregistrer, peut-être faire une provocation, mais ils savent très bien comme quoi ils sont surveillés de près, donc Max, ils vont chercher à minimiser les informations internes à se propager. C'est aussi un moyen de défense. Pareil, communication, ils passent par Telegram. Pareil, c'est un truc qui est secret. Et quand un libertarien se fait attraper par la police, ce qui arrive malheureusement assez régulièrement, tous les chats, toutes les communications se font par Telegram. Telegram est une option très intéressante quand quelqu'un s'est attrapé. Si moi je supprime cette personne d'un chat ou de ma communication avec lui, ça supprime aussi les communications dans le téléphone de la personne. Donc on n'a plus accès à ces informations. Des membres, des sympathisants sont très jeunes. Quand on regarde des événements, en général ce sont des gens de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, et parfois justement on dit à cette offre, mais votre parti libertarien, ce sont juste des jeunes, ce sont des enfants. Et bon, ce qui répond, ce que je passe justement sur la force, parce que ce sont des équipes de demain. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes, quelqu'un qui est né en 2000, il n'a jamais vu autre personne que Poutine gouverner le pays. Donc en soi, il a grandi dans un état très autoritaire, mais en général, justement, il a envie que des choses changent, il a envie de voir autre chose. Alors, je pense qu'il est intéressant quand dans les startups, c'est de dire trouver c'est quoi why, on dit how et what. Donc, pourquoi le Parti libertarien existe, pourquoi Svetov fait son action, c'est pour promouvoir les idées et créer une adhésion. Déjà susciter de la curiosité, savoir que ah oui, libertarien ça existe, il y a une idéologie qui est comme ça, et ensuite créer une adhésion et la curiosité. Comment en fait, la question ne se pose pas vraiment parce qu'ils sont très très limités en ressources, on verra plus tard ce qu'ils font. Et quoi? Et ce qu'ils cherchent, ce n'est pas gagner une élection, ce n'est pas un parti. Ce qu'ils cherchent, c'est créer une adhésion des gens auprès de ces idées et dicter un ordre de bullet points, des idées pour qu'ils deviennent après, que les gens s'imprègnent, et pas forcément uniquement de son parti. Navalny, qui est plus connu dans l'opposition, il a repris un certain nombre des idées de Svetov, parce que lui, il propage des idées, c'est créer l'adhésion. Navalny, il n'a pas d'idéologie, c'est un populiste, il n'y a pas une idéologie qui est fixe, chrétien démocrate, on peut dire ça comme ça veut dire qu'il n'est pas libéral, il n'est pas un nationaliste, il n'y a pas un système de valeurs. Il prend ce qui plaît aux gens et il essaie d'utiliser ça pour attirer l'attention, attirer l'adhésion des gens. Et du coup, quelqu'un qui a une idéologie, il peut proposer un certain nombre de choses qui peuvent intéresser ce type de populiste. Je ne sais pas si c'était clair.
Et du coup, l'objectif, c'est de créer des changements, créer un changement de mentalité aussi chez les gens, créer une demande. Quand il y a une demande, même si c'est une demande politique, ça va finir forcément par arriver, même dans un état comme la Russie. Donc, qui est Svetov? Donc, j'en parle et je me suis dit que c'était intéressant de savoir qui est-il. Donc, il a 34 ans. C'est quelqu'un qui a vécu énormément de temps à l'étranger. Il était au Canada, il était au Japon, en Nouvelle-Zélande. Il sait quels sont les pays, il sait ce qui se passe en dehors de la Russie. C'est ça qui est intéressant. Il y a une enfance aussi qui est atypique. C'est quelqu'un qui a vécu sans état, on dirait. Parce que quand il était jeune, il avait une maladie qui empêchait de marcher, qui empêchait de bouger. Du coup, les médecins des hôpitaux russes gouvernementaux, ils ont dit Svetov, lui, il ne va jamais marcher. Il ne va jamais pouvoir se déplacer et probablement il va mourir bientôt. Le seul moyen qui existe pour le guérir, ce sont des médicaments qui sont extrêmement forts et nous, on a peur de les utiliser sur lui, du coup, on ne va pas le faire. Et les familles de Svetov, ils ont dit, nous, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a pas envie que notre enfant soit handicapé à vie. Du coup, ils l'ont récupéré à la maison et ils ont cherché à le guérir avec ces médicaments-là. C'était pas une utilisation juste en interne. Ils ont fait venir des médecins, ils ont choisi des médicaments. Mais c'est quelqu'un qui, déjà, l'hôpital gouvernemental, il n'a pas trop aimé. Ensuite, vu qu'il avait cette maladie-là, il ne pouvait pas aller à l'école. Donc toute son éducation, il l'a fait à la maison, jusqu'à les études supérieures. Donc c'est quelqu'un, on va dire, on nous dit souvent comme quoi la santé, c'est bien quand c'est l'État qui la gère. L'éducation, c'est bien quand c'est l'État qui la gère. Lui, il n'a pas fait. Au final, il a très bien réussi, il a fait des études supérieures dans une des meilleures universités du Canada. Et c'est plutôt bien sorti. Il a adhéré au parti en 2010, le parti était créé en 2008, donc il n'est pas un des fondateurs. Il est arrivé un peu plus tard. Après, il est parti au Japon jusqu'à 2015. Donc en 2015, il est revenu, 2016. En 2016, il est revenu du Japon en Russie, et c'est là qu'il a commencé vraiment à faire ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire qu'il a créé une chaîne et commencé à populariser les idées. Donc ça fait seulement 3 ans qu'il fait vraiment l'activité. Avant ça, les partis libertariens russes, c'était un ensemble d'intellectuels qui ont étudié des textes, qui ont compris vraiment en termes philosophiques, ils ont étudié les questions, mais qui restaient entre eux, ils se disaient oui, nous on a raison, regardez ces gens qui sont bêtes, ils font n'importe quoi et tout. Du coup, ce qui est réconfortant, parce qu'on est entre nous, et on se renforce en nous avec nos idées, on se dit on est bien, on est intelligent, c'est bien. Et lui, ce qu'il a dit, moi j'ai envie de sortir et j'ai envie de proposer ces idées-là aux gens qui ne sont pas adhérents, qui n'adhèrent pas. Chercher à populariser. Donc il a créé une chaîne YouTube qui a 166 000 abonnés, ce qui n'est pas rien, avec chaque vidéo qui fait en moyenne 43 000 vues. Sachant que en fait c'est une pente, c'est-à-dire que c'est la moyenne. La première vidéo c'était moins bien vue, et après c'était bien. Donc l'objectif c'est construire une communauté. Oui. Je sais pas si Svetov, il est connu par tous les Russes, ou c'est un nom qui percute chez les gens, ou ça reste quelqu'un qui reste peut-être 6% de la population. Ouais, en fait, pour être connu en Russie, il faut passer à la télévision. La majorité des gens ils consomment les télévisions. Du coup, il peut passer à la télévision, mais pour se faire bâcher. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, ils vont sortir tous les dossiers qu'ils peuvent trouver ou vont créer des dossiers sur lui. Du coup, les gens qui regardent, ils vont le savoir, mais pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qui est dit dans les infos. Et du coup, il est connu. Son nom est connu. Ce nom devient connu, seulement là récemment, mais encore une fois, l'état de son objectif, ce n'est pas faire connaître l'opposition. Mais après, quand il se fait taper dessus, du coup, il utilise ces moments-là pour se faire connaître encore plus. Là, pour l'instant, il était accusé de pédophilie. Donc, je ne sais pas si ça va être quelque chose qui vous intéresse, mais Philippe, je crois qu'il va faire un tweet concret là-dessus. Il était accusé de pédophilie pour des faits qui ont eu lieu il y a 8 ans avec quelqu'un qui avait déjà 16 ans. À l'époque, en Russie, 16 ans c'est l'âge de majorité. Il y a eu des relations avec cette personne-là. C'était date de 8 ans. Ils ont ressorti ce dossier. Il a passé après 6 ans de relations avec cette personne-là, avec qui il continue à travailler sur sa chaîne YouTube, qui fait des montages pour une vidéo, et ils disent elle est victime. Et, parce qu'il a publié une photo il y a 8 ans.
Du coup, la pédophilie en Russie, c'est très très fort. Si on va en Russie pour la pédophilie en prison, on va se faire tuer, on va se faire violer. C'est vraiment une position qui est très très forte. Et dans la mentalité des gens, pareil. Parce que même si demain on dit comme quoi, non, au final, c'est faux, on retire les accusations, bah, les gens vont associer son nom à la pédophilie. Et du coup, l'objectif, c'est de discréditer. Après, ce qui est intéressant, c'est que les médias, oui, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, mais il y a des réseaux sociaux. Il est présent sur les réseaux sociaux, il est présent sur quelques médias libres, les radios en général, et il est présent pour justement donner son point de vue. Et les gens qui connaissent, bah, au final, c'est des gens qui regardent YouTube, des gens qui utilisent Internet. Il y a une nette différence en Russie entre points de vue. Ceux qui soutiennent Poutine, en général, ce sont des gens qui vont aller sur, qui vont regarder la télévision, qui vont consommer l'information dessus. Ceux qui sont en opposition, ce sont des gens qui vont aller sur Internet, qui vont plus jamais allumer la télévision juste pour regarder des films. Pour faire l'étude de marché pour notre entreprise, je contacte des Russes. Donc, ce sont des personnes qui aiment bien tout ce qui est bio naturel, ce qui est très minoritaire en Russie encore. Ces gens-là, j'ai dit comment est-ce que vous consommez l'information. Donc mon objectif, c'est de faire la publicité après. Et eux ils disent, ah non, mais moi je ne consomme pas d'information, je ne regarde jamais la télévision juste pour regarder des films, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent là-bas. J'entends ça de manière régulière. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que les gens qui utilisent Internet, en général, ils vont être en opposition à Poutine, les gens qui utilisent les médias. Ce qui nous montre bien l'impact des médias d'ailleurs sur nous. Tous les pays, c'est pareil. Les médias, donc en France, c'est quand même peut exister une divergence de point de vue. En Russie, voilà, il faut dire ça et tout le monde répète. C'est pas forcément parce qu'ils vont aller en prison s'ils ne le font pas, mais parce qu'ils ont peur justement des conséquences. Du coup, il faut créer une communauté. Donc ça passe par l'ignorance, ça veut dire que des gens qui ne connaissent pas c'est quoi libertarien. Donc l'objectif c'est de se faire connaître. Et ce qu'ils utilisent, c'est des débats avec d'autres, avec des communistes, avec des nationalistes, avec des, je sais pas, des fascistes. Peu importe, il dit clairement dans ces vidéos, je suis prêt à parler avec n'importe qui, tant que ça me fait des vues, tant que ça peut m'apporter un public. Il cherche à créer aussi une plateforme. Une plateforme, ce sont des débats. Et lui, il a organisé des débats entre les communistes et les libéraux. Donc lui, il se pose en tant que juge, c'est-à-dire qu'il va voir deux publics qui s'affrontent, deux personnalités qui s'affrontent, mais aussi deux publics. C'est-à-dire que les gens qui adhèrent aux idées communistes, qui suivent cette personne-là, ils vont venir voir ces débats. Et les gens qui, je ne sais pas, qui adhèrent aux idées nationalistes, vont voir ces débats avec les communistes. Mais du coup, ils viennent tous sur la même plateforme, Nesvetov, où lui, il est au milieu, et du coup, il a plutôt un rôle d'arbitre. Et donc, déjà, il se fait connaître, et en plus, il peut attirer de nouvelles personnes dans ce parti. Actualité et les interviews. Actualité, ça veut dire que s'il se passe en Russie quelque chose, s'il y a un problème, s'il y a des feux en Sibérie par exemple, il va utiliser ces mots-là pour propager les idées sur l'écologie. Il va prendre quelqu'un qui est en Sibérie, qui a un point de vue, il va discuter avec lui, il va chercher à diffuser les idées libertariennes grâce à ça. C'est-à-dire qu'utiliser l'actualité pour se nourrir, pour se faire connaître. C'est du clickbait. Bon, c'est la communication. Pareil, des événements qui sont organisés en Russie, événements parfois qui peuvent paraître marginaux. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette offre. Dans sa chaîne, il y a aussi organise des soirées qui sont orientées vers manga et animé. Ça n'a rien à voir avec le Parti libertarien. Mais ça fait venir des gens, ça fait connaître, et ça crée aussi un public qui est très très soudé autour de cette culture très marginale en Russie. Et du coup, ça crée des liens. Il y a des événements avec des conférences qui sont clairement, qui vont dire qu'est-ce que c'est d'être libertarien, qu'est-ce que c'est d'être écologie avec anarcho-capitalisme, comment on va construire des routes, répondre à des questions que tout le monde se pose, en commençant à connaître un petit peu, ça veut dire quoi anarcho-capitalisme. Les questions qui se posent tout le temps, c'est devenu un même, c'est des gens qui mettent un commentaire, comment vont se passer les tribunaux, la justice. Et du coup, il a créé une conférence, juste une pièce. Donc, susciter l'intérêt, ça veut dire, une fois qu'on a vu une personne, il ne suffit pas
Il ne suffit pas de dire tiens, je l'ai vu, j'ai envie de m'intéresser à ce qu'il propose. Il faut se différencier. C'est pour ça qu'il utilise dans son langage, il se distingue clairement des libéraux, il se distingue clairement des nationalistes, et il va chercher à se différencier et faire du populisme. On verra ce que c'est le populisme après. Le populisme en France et en Russie, c'est très mal vu. On va dire que ce politicien-là, il est populiste. Mais globalement, populiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre les problèmes des gens, prendre l'idéologie, et chercher à réconcilier les deux ensemble. Donc, les curieux, ceux qui commencent à s'intéresser, il faut que ça va les éduquer. Créer des contenus faciles de 5 minutes, de 10 minutes pour expliquer un concept en particulier. Les sympathisants qui commencent à dire ok, ça a l'air intéressant, donc ils commencent à se dire oui, c'est bien, Parti libertarien ce qu'ils font. On va chercher à créer l'adhésion, à commencer à partager les contenus et arriver dans l'écosystème. Donc il y a des actions virtuelles, il y a des débats avec les proches, postuler au pays libre. Alors le parti libertarien russe, il ne suffit pas d'aller sur le site et payer sa cotisation pour être adhérent. Il faut postuler, c'est-à-dire que je vais sur le parti libertarien, je dis oui, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de postuler. On devient sympathisant, on devient quelqu'un qui veut postuler, un candidat. Un candidat, après on lui dit tiens, il y a ce bouquin, tu peux t'intéresser à ça, lis ça, lis ça, lis ça. Il y a des discussions qui se font. Et après un entretien, après une fois qu'il est validé comme quoi il connaît c'est quoi l'idéologie, il devient seulement adhérent. Il ne suffit pas de payer ses cotisations pour être membre. Et du coup, quand on lui pose la question combien d'adhérents il répond en partie libertarien russe, il y a 2000 adhérents. Ce sont 2000 personnes, ce sont des gens qui agissent tous les jours, c'est-à-dire qu'ils font toutes les semaines, ce sont des gens qui font de l'action et qui connaissent c'est quoi déjà libertarien. Je ne vais pas réussir. Libertarianisme, mais ce sont des gens qui sont réellement actifs. Et d'ailleurs, il utilise un argument de Lénine qui disait comme quoi il ne faut pas être le plus nombreux pour gagner, il faut être un noyau très soudé et très actif, tout ce qui compte. Et les communistes, en 1917, effectivement, c'était les très petites minorités. Ils ont gagné juste parce qu'ils étaient très actifs et c'était très soudé. Bon, après, c'est comment ils sont dessoudés. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui militent après, qui organisent, qui aident. Donc là, tu vois. Donc ce que je voulais présenter, c'est que voilà, on fait venir les gens, on commence à les intéresser. Avec le populisme et la différenciation, on attire les gens sur la chaîne des set-off. Chaîne des set-off qui va créer des liens, qui va parler de l'actualité, qui va commencer à créer un... Oui. Ouais, il met tout le temps en avant dès le début, même à ceux qui ne connaissent pas, qu'il est libertarien. Oui, ça c'est clair. Lui, il ne cache jamais, il dit moi je suis libertarien, et il dit à chaque fois. C'est justement ça qui est intéressant, c'est ça qui permet de se différencier, de dire moi je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas un libéral, je suis un libertarien. Donc, comment s'expliquer c'est quoi l'idéologie? Tout ça pour faire venir les gens dans l'écosystème libertarien. Alors, ce que j'ai appelé, c'est l'écosystème, et majoritairement, ce sont des chaînes YouTube. Ici, mais en dehors des chaînes YouTube, il y a aussi des chats privés qui sont propres à chaque chaîne. Là-dedans, tous ceux qui sont au-dessus, ce sont des gens qui appartiennent au parti libertarien. Donc, il y a un public différent à chaque fois. Il y en a qui va parler plus d'idéologie, plus théorique, d'autres qui vont s'intéresser vraiment à très jeunes avec des mangas et des cultures mangas et animés par exemple, qui vont se permettre aussi de faire des choses complètement n'importe quoi et pas du tout sérieux, mais c'est ça qui est génial parce que ça crée du contenu qui est très différent, qui s'adresse à différents types de personnes et propose du contenu qui est intéressant. Et donc une fois qu'on commence à connaître cette offre, on va s'intéresser, on va regarder des autres chaînes, et au final on va être entouré de différentes manières de diffuser du contenu libertarien. C'est ces chaînes ou c'est... Non, là, sa chaîne c'est seulement ça. Okay. Après, elles sont indépendantes ou elles sont toutes? Ils sont indépendants. Les gens qui les font, sauf celui-là. Ils font tous, ils sont tous des gens qui font partie du parti. Ils sont membres. Donc il y a lui qui est comme une artiste par exemple. Clairement, lui, il diffuse des idées, il fait un contenu qui est super bien. À la base, c'était un journaliste qui était connu, qui était d'ailleurs nationaliste, qui
était quasiment nazi, on va dire, mais au final, il a changé un peu de point de vue, il est venu chez les libertariens. Et lui, ce qui est intéressant avec lui, justement, pourquoi je l'ai mis ici, je l'ai mis à la dernière minute, c'est parce que lui, il ne fait pas partie, pas membre du parti. Lui, justement, il n'adhère pas, il dit moi, j'ai pas envie d'être membre de ces partis-là, mais il crée du contenu qui va parler des idées libertariennes. Il fait venir des gens, justement, qui disent moi, j'ai pas envie d'être membre de ces partis-là, moi, j'ai envie d'être indépendant, et du coup, ce sont des impacts qui viennent après, c'est-à-dire que lui, il popularise des idées, des gens qui s'intéressent, qui commencent à créer du contenu, qui est complètement indépendant, et qui vont créer un écosystème qui s'adresse à chacun de manière différente. Et lui, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé aux manifestations. Il s'est fait arrêter par la police, au début parce qu'il dirigeait des gens, parce qu'à un moment donné, apparemment, il a indiqué une direction, et du coup, ils ont dit c'est un organisateur, c'est un leader, du coup, on arrête. Et il est parti en prison, il est resté plusieurs mois, il y a eu beaucoup de mouvements qui s'est créé. Et il y a aussi des rappeurs, des artistes qui ont commencé à le défendre. Du coup, lui s'est fait connaître. Et là, je pense qu'il y a 150 000 abonnés. Avant de se faire arrêter, il était à 100. Maintenant, il est arrêté à la maison, il n'a plus le droit de faire des vidéos, il n'a plus le droit d'aller sur Internet. Mais il y a des gens qui, à chaque fois, qui vont manifester pour lui. Et du coup, ils se disent, mais c'est qui lui? Et du coup, ils vont aller sur sa chaîne, ils vont découvrir c'est quoi être libertarien. Du coup, ils vont rencontrer le système. Donc, si l'étoffe fait quelque chose, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas le seul à le faire. C'est qu'il y en a plusieurs. Alors, ce que je disais, populisme dans le sens qui est bien, je dis justement ce que devraient faire les politiciens, c'est faire du populisme, qui veut se faire connaître, c'est aller rencontrer des gens, faire des conférences, expliquer des choses qui sont compliquées de manière simple. Quelqu'un qui a ses propres préoccupations, au final, les gens, on n'est pas tous politiciens, on n'est pas tous intéressés de manière philosophique par la politique. L'objectif, c'est justement aller voir les gens qui ne sont pas intéressés et les amener à devenir sympathisants, adhérents, ou juste se faire connaître. Et pareil, ils cherchent à fédérer les gens et l'opposition. Et dire, oui, vous êtes communiste, mais très bien, vous pouvez adhérer, vous pouvez utiliser l'idéologie libertarienne pour créer un village, une ville qui va marcher sous loi communiste, comme vous voulez. Tant que vous n'allez pas obliger des gens à venir y aller, de s'installer, tant que vous n'obligez pas les gens d'y rester, il n'y a aucun problème. Alors, il y a les nationalistes et ils disent, ben voilà, vous pouvez vous installer, créer votre propre État, votre propre ville. Venez avec les libertariens. Justement, si vous venez avec nous, vous assurez comme quoi demain il n'y aura pas un nouveau gouvernement qui va arriver, qui va vous écraser. Ça vous donne à tous l'assurance comme quoi vous pouvez continuer à exister demain. Parler des préoccupations actuelles, ça j'ai déjà parlé. Et avec les manifestations, ce qui était intéressant, c'est qu'au final, les gens qui ont suivi, qui ont participé aux manifestations, ce n'était pas uniquement des libertariens. Il y avait 50 000 participants. Mais il y a eu un problème. Les partis libertariens ils sont engagés justement pour organiser les manifestations. Ce qui, bien sûr, il y a un danger avec ça, organisateurs. Mais ils se sont proposés, c'est eux qui ont organisé les scènes, ceux qui ont fait venir les gens. Et lui, il a parlé des idées libertariennes. Donc il récupère les problèmes qui existent pour faire venir et se faire connaître. Toujours sans médias. D'ailleurs, ce qui était drôle par rapport aux médias, c'est que les manifestations, il y avait la télévision et la presse russe gouvernementale qui voulaient venir y assister. Ils ont dit, bah, si vous voulez, vous pouvez participer à la manifestation, mais vous n'avez pas le droit d'y aller à la partie presse. Ils ont dit, mais nous, on a la carte des presses, on a le droit de venir. Ils ont dit, bah non, moi c'est ma manifestation, j'ai fait ce que je veux, mais je n'ai pas envie que vous veniez ici, bah, vous venez pas. Et du coup, c'est créé un problème. Ça fait connaître. Donc il va chercher à parler des idées. Pourquoi est-ce que être libertarien c'est bien pour le pauvre? Pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent en France comme en Russie on a tendance à croire comme quoi être libertarien c'est uniquement pour les riches.
il va parler de l'actualité. Pareil, en Russie, il y a Runet, c'est-à-dire Internet russe. Ils ont interdit le Telegram, un messenger qui était créé par un des ressortissants de la Russie, qui a diffusé justement la Russie. C'était interdit, Telegram. Donc vraiment, ils ont bloqué les serveurs et tout. Les gens, ils étaient tous furieux parce que c'était quand même bien utiliser Telegram en Russie. C'est aussi un moyen de se protéger, de protéger de sa vie privée. Donc les gens, ils étaient furieux. Il a dit, nous, on est pour justement que l'État n'interdise pas ce type de choses. Venez, on va faire une manifestation. C'était la plus grosse manifestation avant les manifestations de cet été. Et justement, pour Telegram, Pavel Durov, il est proche des libertariens. Exactement. Est-ce qu'il est lié au parti ou est-ce que... Non, il n'est pas lié au parti. Il n'est pas du tout. C'était dit comme quoi il avait échangé avec lui. Mais bon, s'il était proche, je pense qu'il ferait clairement venir sur sa chaîne. Durov, c'est pas quelqu'un qui aime bien faire des interviews. Donc si on le fait venir, clairement, ça va faire du kick. Ça va rapporter des gens. C'est quelqu'un qui a créé Facebook Plus pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pareil, c'est devenu une des plus grosses boîtes de la Russie. En plus, c'était quelque chose de digital. C'est pas uniquement le pétrole, donc ça se différencie un petit peu des Russes. Et après, il y a l'État qui commençait petit à petit à chercher à récupérer sa société. Au final, il s'est fait chasser de son propre entreprise qu'il a créée. Il a dit très bien, moi je pars de la Russie. Il est parti. Et il y a eu un conflit justement parce que en 2012-2013, quand il y avait des larges manifestations, le gouvernement russe a demandé à Durov de donner des informations sur les participants des événements de manifestation, qui étaient des événements qui comme Facebook, ils étaient créés sur le cas. Et lui, il a dit non. Il a fait une photo et il a montré un gros fac en disant je sais pas oui. Ça n'a pas très bien marché avec le gouvernement russe. Il était obligé de partir. Il est parti à Dubaï, maintenant il a créé Telegram. Parler aussi des réformes des retraites. Poutine, quand il s'est fait élire en 2018, la première chose qu'il a fait en arrivant en restant au pouvoir, c'est qu'il a dit le système de retraite, avant c'était jusqu'à 60 ans, 55, 60 ans, maintenant ça va passer de 60 à 65 ans. Et beaucoup de gens ont dit, mais les libertariens, pourquoi est-ce que vous défendez ça? C'est pas votre affaire. Il dit, non, on nous vole de l'argent. Du coup, il a expliqué pourquoi, pour les libertariens, justement, ce n'est pas acceptable d'avoir des cotisations d'un côté et de faire avancer l'âge des retraites. Donc voilà, ça fait 5 ans de vie, les cotisations qu'on vous vole. Donc là, ça a créé beaucoup de polémiques. C'était pendant la Coupe du Monde, et pendant la Coupe du Monde, en Russie, ils ont interdit les manifestations. C'est bizarre cette coïncidence de calendrier. Donc il va chercher à se différencier des libéraux, il va parler de l'éducation, comment l'éducation peut exister sans État, un système de santé également. Ce qui est bien en Russie, c'est qu'en général, l'État, tout ce qu'il fait, il fait encore pire qu'en France. Quand on va à l'hôpital, ma grand-mère elle va à l'hôpital, elle dit j'ai mal, je souffre, je suis vraiment malade. Vous avez quel âge? J'ai 80 ans. Mais bientôt vous allez mourir. Du coup, là-bas, on n'a pas cette a priori-là. Aujourd'hui, à déjeuner, justement, on disait comme quoi l'État il fait très bien le système de santé. En France, on a de la chance d'avoir ce système de santé. En France, tout le monde ne se rend pas compte des problèmes qu'il y a. Alors ici, l'avantage, c'est que l'État fait tellement mal les choses que c'est plus clair. Il va parler aussi du patriotisme, ce que je disais, on est nationaliste. Sur les libéraux, il se différencie des libéraux à chaque fois. Oui, il vient de sortir une vidéo qui fait du polémique, qui fait beaucoup de commentaires. Justement, il a dit les libéraux, ce sont des gens qui ont l'idée des droits universels, qui vont chercher à imposer. Il faut absolument que ce soit une démocratie, une société une démocratie. Il faut absolument que la liberté d'expression, il y a un certain nombre de droits qui existent, et on va chercher à faire du bien aux gens. On va chercher à aller exporter ces biens-là dans d'autres pays. Quand il dit libéraux, c'est un point de vue libéral en France ou c'est plutôt démocrate? En Russie, les libéraux, c'est des démocrates. C'est mieux. En général, dans les pays, c'est mieux aussi. Les libéraux sont démocrates. Je parle bien des libéraux dans le sens plus large. C'est pas uniquement libéraux économiquement. C'est les libéraux. Oui, c'est ça. C'est les libéraux Obama. Ouais, il n'aime pas les tout Obama. Comment? Il n'aime pas les tout Obama. Oui, c'est ça. C'est Ouais. pour
progressiste. Ouais, c'est ça. Du coup, ce que je disais au début, donc pareil, on revient ici. Son objectif, c'est pas gagner une élection, parce qu'il n'y a pas de droit à se représenter. Son objectif, c'est de diffuser des idées et de créer une adhésion pour ensuite que son discours soit adapté par des gens qui sont plus connus, que ces idées soient reprises justement par ces personnes. Ce qui est intéressant, surtout quand on est petit. Donc pareil, il y a la position. Ça répond globalement tout ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, donc je ne sais pas s'il vous reste des questions. C'était pas super. Bravo. C'était un peu long. Oui, Jules. Quelle est la réaction de Poutine face à tout ça? J'imagine qu'il ne va pas se laisser faire si... Il ne commande pas ce genre de choses. En général, il est au-dessus. Tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu comme le dieu et il est là, il sait tout, et il est omniprésent, mais il ne va pas commenter. Parce que si lui il fait un commentaire, ça va créer une vague de communication pour des gens, justement, il va dire lui il est mauvais, ça va les faire connaître. Donc, lui, c'est pour ça qu'il ne parle jamais de Navalny, c'est pour ça qu'il ne va jamais parler des partis libertariens. Et quand il y avait 50 000 personnes qui sont sorties dans les rues de Moscou, il y avait zéro information sur les chaînes. Après, parfois, il y avait des informations et ils vont dire oui, c'est des gens qui sont venus, c'était des gens qui étaient payés par l'opposition. Et c'était payé par l'opposition qui est financée par l'Europe, l'opposition qui est financée par les États-Unis. Donc, même quand on en parle à la télévision, c'est de manière très contournée. Et du coup, il ne fait pas ce genre de commentaires là-dessus. Et après, au sous-main, je dirais, tu l'as dit plusieurs fois, il met les gens en tôle pour essayer de faire une intimidation. Ouais. Et il ne va pas plus loin que ça non plus, parce qu'on voit aussi dans l'histoire, on a vu plusieurs fois déjà des manifestations qui ont été écrasées dans le sang. Dans le son, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait quasiment jamais. Depuis la Révolution 1917, en général, l'État il a un peu peur justement de prendre des mesures beaucoup trop fortes. Ce qui reproche justement des certains communistes ou nationalistes, de l'URSS, c'est que les dirigeants de Gorbatchev n'étaient pas suffisamment forts pour dire on écrase l'opposition, on écrase ces manifestations, on écrase ces putsch. Mais du coup, en Russie, en général, ils vont pas forcément chercher à les faire. Au moment, en 93, il y a eu quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce genre de choses, ils ont dit attaquer l'opposition, tirer dessus. Et ce qui s'est passé, là c'est d'ailleurs problématique, c'est que les gens qui avaient des armes, qui étaient là à côté, prêts à tirer, ils ont dit bah non, j'ai pas envie. Ce sont des gens, voilà, je les regarde, ce sont des humains comme moi, j'ai pas envie de le faire. Donc le problème quand tu donnes ces genres d'ordre, c'est que d'un côté, déjà même si les gens tirent, tu vas être considéré très très mal par la population en général, ça peut créer encore plus de meutes, on voit ce qui se passe en Hong Kong. Et d'autre côté, si les soldats décident de ne pas obéir, bah, tu perds complètement le contrôle sur l'armée. L'armée devient désobéissante, donc toi tu te retrouves sans le seul soutien que tu peux avoir. Donc en général, les gens n'aiment pas trop ce genre de tactique. Et encore une fois, la Russie, ce n'est pas une dictature, c'est un État qui est hybride. Il y a un semblant d'élection. À Moscou, il y a un certain nombre d'opposants qui ont gagné certaines élections, qui ne sont pas devenus majoritaires, mais ils ont réussi à gagner. Ils ont réussi à gagner des votes. Mais c'est malgré tout. C'est malgré tout ce qui se passait dans les médias, ce qui disait sur eux. Ils sont obligés de faire semblant en fait. Et des libertariens. Il y a quelques libertariens qui ont gagné également. C'était pas autant que parti évidemment parce que ça n'existait pas. Mais à Saint-Pétersbourg, je crois qu'il y en avait deux qui ont gagné. Je sais pas si tu connais Vera Kiflatova. J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne connais pas tout le monde. Elle est au sein du réseau Russien sur les libertariens. Ouais. Et puis elle. Oui, ouais. Ça me rien. Bon, il y en a un, on peut gagner, mais c'est super compliqué.
Et rien n'empêche que même si on gagne l'élection, donc il y a eu des cas, c'était filmé d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était filmé, c'était diffusé sur internet après, quelqu'un qui est censé compter les votes et dire ok c'est bon, c'est validé, on a bien compté et tout, et il arrive, il ajoute juste un 1 devant des membres du parti pro-Poutine, juste un 1, et du coup il devient majoritaire. Donc il y a des élections, et ce qui compte ce n'est pas les élections, c'est comment est-ce qu'on les compte les votes. C'est ce que dit souvent en Russie. Et quand on commence à découvrir le Parti libertarien et les vidéos YouTube, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a envie d'en faire partie ou est-ce qu'il y a ça suscite d'intérêt Chacun est différent et ce qui est lui aussi Svetov dit de manière générale, c'est que tout le monde ne peut pas être militant, tout le monde n'a pas envie d'être militant. L'objectif c'est surtout de se faire connaître, créer de la sympathie, créer de l'adhésion. Après, oui, je pense que c'est ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant, c'est que c'est un public qui est très jeune. Donc quand on est jeune, on a envie plus d'envie de faire partie de ces partis-là, plutôt que des partis où il y a des communistes russes. C'est Zyuganov qui est en tête des partis. Il est en tête du parti depuis le crash du RSS. Donc c'est un monsieur. Hein? Oui, mais les communistes, c'est la seule opposition en Russie qui est autorisée. Du coup, il y a des gens qui ont voté pour les communistes, pas parce qu'ils adhèrent aussi des communistes, mais parce que c'est la seule partie pour qui on peut voter pour dire non, j'ai pas envie que ce soit Poutine qui gagne. Mais bon, c'est un parti communiste qui est aussi, qui est drôle d'ailleurs parce que eux ils vont dire Staline c'est quelqu'un de bien. Ils vont tous les ans aller déposer au monument de Staline pour dire c'était quelqu'un de très, très important, fou et vénéré. Donc du coup les libéraux, pas les libertariens, les libéraux, ils ont du mal à s'associer avec les communistes et dire ok très bien, nous on est une minorité, mais on va militer pour les communistes. Parce qu'il y a forcément une forte opposition. C'est ce qu'il dit, plutôt que de faire la guerre entre vous, on peut essayer de s'unir. Qu'ils aient l'idéologie libertarienne, pour tous se mettre d'accord. Et aussi, ce qui crée, c'est un mouvement d'opposition. C'est-à-dire que Svetov, là, en ce moment, il est un allié de Navalny. Navalny qui est social-démocrate. Et il dit, maintenant, on est alliés par les circonstances. Parce que maintenant, notre objectif commun, ce n'est pas créer un État libertarien, ce n'est pas un État créer un État social-démocrate, c'est virer Poutine. C'est ça, on essaie tous de s'unir pour un seul objectif, virer Poutine. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. À un moment donné, il faut agir ensemble. Quelles sont les chances, leurs chances justement de virer Poutine moins long terme? Moi, je suis sûr qu'en Russie, il y aura un grand changement qui va arriver bientôt. La question, c'est quand? On ne sait pas. En fait, c'est sûr que ça va arriver. Je veux dire pourquoi. Soit ils vont réussir à amener suffisamment de manifestants pour renverser le pouvoir, de le faire de manière, j'espère, plus tranquille possible. Soit Poutine va mourir. C'est une personne qui est âgée. Donc il y aura forcément un moment qui va finir par mourir. La question, c'est quand est-ce qu'il va mourir? Combien de temps ça va encore durer? Oui, mais en fait on ne sait pas. Parce que toutes les images qu'on a de Poutine, c'est des images qui sont diffusées par le gouvernement. On ne sait pas, s'il est malade, ça se trouve, là maintenant il est sur un lit d'hôpital avec une crise cardiaque, on ne saurait pas. On ne saurait pas tant qu'il n'est pas mort. Bon, quand il sera mort, dans ce cas-là, peut-être qu'on saura. Et quels sont les éléments, selon toi, qui sont applicables pour la France et qui pourraient aider un petit peu le Parti libertarien à plus se faire connaître? Moi, je pense qu'il y a un gros problème en France, c'est que justement, il y a personne qui fait du populisme, personne qui va chercher à diffuser ces idées-là. Et, ça fait pas longtemps, moi justement, j'ai adhéré au Parti libertarien français parce que j'ai regardé cette offre. Je me suis dit, bon, je ne suis pas en Russie, je vais voir ce qui se passe en France, donc je suis trouvé le parti, j'ai adhéré, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Il ne se passe pas grand-chose, et c'est dommage, mais justement, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Mais ce qui est applicable, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître, il faut qu'ils aient les moyens, il n'y a quasiment pas de moyens, mais il existe des moyens. Maintenant, à l'ère digitale, avec un portable,
avec un petit micro, on peut faire du contenu, on peut essayer de se distinguer et faire un peu de base. Le problème en France, c'est que YouTube, ce n'est pas comme en Russie. Les gens sur YouTube qui vont y aller, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec les médias, les télévisions, avec la presse. Du coup, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font, ils vont créer un contenu qui différencie complètement ce qui est diffusé sur les chaînes. Du coup, on voit souvent dans tendance YouTube russe des vidéos de contenu très sérieux, politiques, qui n'existent pas justement sur la télévision. En France, quand on va dans les tendances de YouTube, on voit très rarement ce type de vidéos. Au mieux, ce qu'on voit, c'est parfois les vidéos de BFM. Donc en fait, en France, il y a moins ce type de contenu. Après, sur YouTube, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Quand on regarde la France, c'est 60 millions de personnes. Ici, c'est 140. Mais à ces chiffres-là, c'est pas grave. On peut créer une communauté déjà à partir de YouTube, même si c'est moins connu, même si les gens qui vont y aller, ce ne sont pas forcément des gens qui cherchent ce type de contenu à la base. Mais on peut les faire venir, des gens qui sont sur YouTube. Je pense qu'il y a, ça doit exister un public pour ça. Et il y a un format particulier en termes de temps, en termes d'image. Est-ce qu'il y a une caractéristique qui fait que la vidéo va être plus approchante Déjà, les vidéos c'est bien. Pourquoi je pense que c'est bien? Parce qu'en termes de marketing, quand on regarde ce qui est le plus vu, ce ne sont pas plus les textes. Les gens, ils n'ont pas envie de lire un gros pavé avec un nombre vraiment limité. Enfin, les gens, je veux dire, les gens normaux. Si ça vous intéresse, si ça vous passionne, bien sûr, vous allez lire des livres dessus, vous allez vous intéresser. Mais si ce n'est pas quelque chose de base qui vous intéresse, vous n'allez pas passer du temps à essayer de comprendre tout le concept parfois très compliqué. On voit bien un cours de philosophie à l'école, même si les cours sont bien. Moi j'ai eu de la chance là-dessus. Au lycée, il y avait 2 personnes qui écoutaient dans la salle de 30 personnes. Alors que c'était la parole, c'est plus simple que la lecture. Du coup la vidéo déjà c'est bien parce que c'est plus facile de consommer. Et après, en termes du temps, il faut un peu de tout. Les chaînes que je montrais tout à l'heure, il y en a qui vont faire des vidéos qui sont très longues. Qui vont faire 40 minutes, et il y en a qui vont durer 1 heure. Il y en a qui, même moi, je ne vais pas regarder, je vais mettre ça quand je fais du repassage. Parce qu'on peut écouter cette vidéo-là. On peut consommer du contenu en faisant autre chose. Après, des vidéos qui sont de 5 minutes. Chez Snoop, ça existait souvent, au début surtout, vidéos de 5 minutes qui sont faciles à créer et abordent un concept. Qu'est-ce qu'il y a un principe de non-régulation? Qu'est-ce qu'il y a un principe, comment vont fonctionner les tribunaux libertariens? Justice libertarienne. Ce sont des vidéos qui sont très très courtes, qui se visionnent très très bien, qui sont tout à fait faciles à faire, parce que franchement ils ne s'en mettent pas trop sur le montage. Mais je pense que si on fait du contenu un peu comme Doc Seven, je ne sais pas si vous êtes sur YouTube, vous connaissez, facile à avaler, qui sont parfois courts. Donc pour toi c'est vraiment un travail de vulgarisation en fait. C'est ça, ouais. Moi, il y a un truc qui m'a fasciné, pour rebondir sur la vulgarisation, c'est que tu n'as pas peur du mot populisme. Et chez nous, depuis le populisme, Ah oui, c'est mal vu. Et je trouve que ton interprétation de la question de traduire le populisme, c'est ce qui nous manque. C'est prendre le peuple et traduire les besoins du peuple. Oui, c'est ça. Ouais, il suffit de dire vulgarisation et le populisme, ça, on en revient au même, mais Oui, on est obligé. parce que c'est très mal vu. Voilà, on est obligé de maquiller l'idée, alors que l'idée, elle est belle. Après, Oui, mais on est en France aussi, on a 40 mots pour une seule chose, donc. on réussit aussi. Hein. Mais, justement, dire comme quoi je veux faire du populisme, ça va créer, ça va déjà, on va se différencier, on va dire, oui, elle va faire du populisme, c'est quoi? Mais c'est qui cette personne qui veut faire du populisme et qui l'assume, qui va s'intéresser dessus et va voir son point de vue. Et justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est que il va découvrir comme quoi populisme, c'est pas dans le sens que je vais dire tout et n'importe quoi ce que les gens revendiquent, mais plutôt moi, je vais prendre leurs revendications, je vais essayer de les traduire et dire voilà, votre problème c'est ça, voici la solution. Quand on a un commercial, on fait une vente, on ne va pas venir à la personne et dire oui, ton besoin c'est ça. On va essayer de vendre quelque chose, on va essayer de comprendre le besoin de la personne en face et ensuite proposer une solution. Dans les idées politiques, c'est pareil. Les idées politiques, c'est un produit. Il faut
il faut penser plutôt comme un produit, pas comme quelque chose de philosophique. Si on veut faire de la politique, si on veut se faire connaître, c'est un produit qu'il faut proposer aux gens. D'autres questions? Merci. Merci à toi. Merci aux questions. Merci Nadim. Ouais. Nadim. Bravo.